Merci à tous. Bienvenue à la Cité de l'Espace. C'est notre première conférence de l'année pour les amis de la Cité de l'Espace. La Cité vient de réouvrir. On dira un mot à la fin de la conférence sur les amis. Je voudrais juste dire quelques mots d'introduction pour présenter notre intervenant ce soir, Sébastien Rouquette, du Centre national d'études spatiales. Donc, Sébastien est docteur en astrophysique. Il est entré au CNES au début des années 2000 et il a commencé au service éducation jeunesse, donc ce qui explique peut-être son appétit pour essayer de combiner la pratique des activités scientifiques, mais aussi la vulgarisation au sens noble auprès du public et des plus jeunes. Avant de travailler sur les activités en impesanteur, il a passé quelques années sur la programmation de missions scientifiques, missions satellites à caractère scientifique, et il est rentré au CADMOS en 2011, je crois, et il occupe actuellement, il est chef de projet alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, chef de projet vol parabolique. Et c'est le service, donc CADMOS, qui est responsable du développement et de la mise en œuvre d'expériences scientifiques dans l'ISS ou l'Airbus 0G. Il participe au développement d'expériences dans ce cadre. Et par exemple, ce sont des expériences qui ont été menées par Thomas Pesquet à bord de l'ISS dans le cadre de la mission Proxima. Il travaille aujourd'hui à la préparation de nouvelles expériences avec de nouveaux astronautes, notamment la future femme française qui partira dans l'espace, qui est Sophie Adenau. Je passe la parole à Sébastien. Merci Gilles. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici. Un petit peu le trac aussi parce qu'il y a plein de collègues, d'anciens collègues je devrais dire. Voilà, j'ai un petit peu l'impression que les amis de la Cité de l'Espace sont aussi les amis du CNES. Bon, ça fait plaisir de voir ces anciens collègues. Ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes aussi. On va essayer de parler ce soir de sciences dans l'espace. Alors c'est vrai que là, l'impesanteur au service des sciences, c'est un titre qui voulait un petit peu questionner pour vous attirer, bien entendu. L'impesanteur au service des sciences, ce qu'on va comprendre tout de suite, c'est que l'impesanteur, pour nous, au CADMOS, ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir ce soir et de partager ensemble. Alors le sous-titre de cette conférence, je l'ai donné là sur cette première diapo, c'est « Travailler dans l'espace ». Alors évidemment, on travaille par procuration dans l'espace, parce qu'on n'y va pas directement, nous, ingénieurs, au CADMOS, mais c'est un petit peu notre profession de foi pour accompagner la recherche scientifique. Alors voilà le voyage que je vous propose de faire ce soir. Alors l'image de fond, là, on en discutait avant la conférence. C'est à la fois un hasard et pas tellement, c'est le Groenland. Aujourd'hui, l'objet de convoitise particulière, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas ma compétence. Alors ce n'est pas pour ça que j'ai choisi cette image, c'est une autre histoire en fait. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle évoque un certain nombre de lectures, de découvertes scientifiques à travers Jules Verne par exemple, le Passage du Nord, et puis des survols transatlantiques quand on veut aller voir nos amis américains et qu'on passe dans ces contrées qui sont réputées hostiles à l'être humain. Voilà, je trouve que c'est une belle image de notre planète, mais aussi une image de fragilité, on y reviendra peut-être. Alors, nous allons dans l'espace. Allons-y. Alors, on pourrait dire comme on veut, chacun choisit son véhicule. Moi, j'ai choisi celui-ci. C'est pour moi la quête de l'espace, en fait, la quête spatiale, au-delà de l'aspect personnel qui me rattache à cette découverte-là à travers Tintin. C'est une quête qui initialement était une conquête. Alors avant d'être une conquête physique, comme la quête d'un nouveau territoire, c'est une histoire de gravité. Les scientifiques qu'on appelait des savants à l'Antiquité se sont intéressés à cette cosmologie en essayant de déterminer comment les objets se déplacent, s'organisent dans l'univers,
Et donc là, on remonte vraiment à l'Antiquité, hein, avec des gens comme Aristarque de Samos, Plutarque, etc. Donc une tradition millénaire, hein, finalement, de cette quête de compréhension. Et c'est plutôt à l'ère moderne, je vais dire, hein, que les choses se sont mises en place avec la mise en équation de ce phénomène qui est la gravité ou la gravitation. Donc ça, c'est un terme important qu'on va expliciter un petit peu là, dans les minutes qui viennent. Et avec lequel on va jouer. L'impesanteur, ce sera jouer avec la gravité. Les littéraires ont joué avec la gravité à peu près au même moment que les scientifiques. Ces deux images-là évoquent finalement le va-et-vient entre la connaissance scientifique et l'expression littéraire. Jules Verne a écrit De la Terre, vous vous souvenez, hein, donc de la Terre à la Lune et autour de la Lune, et il a décrit parfaitement, et c'est l'image qui est présentée ici à gauche, ce que pouvait être la sensation d'impesanteur, ou d'apesanteur, comme on l'appelle parfois. Cette image-là, elle illustre parfaitement cette espèce de griserie, là, de béatitude, dans cette espèce de flottement libre dans le vaisseau qui les emmenait vers la Lune. Et c'est Konstantin Tsiolkovsky, l'homme qui pose à droite, là, qui a mis en équation et déterminé de quelle manière on pouvait envisager d'aller dans l'espace et s'y déplacer. Le principe qu'il a découvert et qu'il a mis en équation, c'est le principe d'action-réaction. C'est quelque chose qui n'était pas connu, et il était même largement débattu à cette époque-là encore, parce que certains prétendaient encore, on est vraiment à la fin du 19e siècle, certains prétendaient encore qu'on ne pouvait pas se déplacer dans le vide spatial. Et donc Konstantin Tsiolkovsky est le premier à dessiner ces engins en forme d'obus profilés, qui sont les premiers schémas de fusées. La conquête, elle se fait ensuite avec alors les Américains, bien entendu, ici Robert Goddard, qui pose devant une de ces fusées, en fait, hein, donc, alors des fusées relativement modestes, hein, parce que les fusées d'aujourd'hui, les fusées qui sont construites par des jeunes dans des clubs de passionnés ou avec l'aide de Planète Science sont aussi ambitieuses que celles de cette époque, mais c'était à l'époque une totale découverte pour ces ingénieurs passionnés d'aéronautique, de cosmonautique, qui découvraient finalement le principe de la propulsion fusée. En France aussi, nous avions nos ingénieurs, hein. Robert Henno-Peltry, qui est un ingénieur spécialisé en aéronautique, avec plusieurs inventions à son compte, hein, les ailerons, le manche à balai, comme on dit. Alors, le manche à balai, c'est le manche pour piloter les avions. Et puis, évidemment, il s'intéresse lui aussi, comme Robert Goddard, à la propulsion fusée. Et lui aussi va réaliser des fusées à propulsion liquide, notamment. Alors, les choses accélèrent très, très vite à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'évidemment, il y a à ce moment-là une accélération de cette ambition de conquête spatiale. Ce sont les soviétiques qui, à l'époque, raflent toutes les premières, que ce soit Spoutnik, les premiers êtres vivants dans l'espace, Gagarine, évidemment, avec l'aide d'un ingénieur de génie qui est Sergueï Korolev. Les Américains les suivent, évidemment, grâce notamment aux ingénieurs allemands qui ont été récupérés à l'issue de la guerre, et c'est ce qui leur vaudra d'être les premiers à la surface de la Lune. Jusque-là, la science, elle est vraiment, vraiment au second plan, voire au troisième plan. C'est même pas un prétexte. Alors là, on voit une image en fait d'un astronaute qui arrive sur la Lune avec des bagages. C'est pas ses bagages, hein, ce sont des instruments scientifiques. Mais jusque-là, c'est vraiment le parent pauvre de l'exploration. Et c'est pour ça que je réutilise ce terme de conquête. Nous ne sommes pas dans la conquête, clairement. Notre travail au CNES, au CADMOS, c'est l'accompagnement de la recherche scientifique et principalement de la recherche académique. Donc nous allons dans l'espace, et principalement autour de la Terre, dans une quête de connaissances. Donc évidemment, c'est pacifique tout ça. Et d'ailleurs, pacifique, cette image-là illustre une idée pacifique, puisque c'était la station Mir, qui veut dire étoile et paix,
et qui était donc observé ici par Discovery. Je ne sais plus de quand date cette image, mais je trouve que c'est une très très belle image qui illustre là encore la beauté de la planète vue depuis l'espace, et puis en même temps la fragilité et la finesse de son atmosphère. Donc évidemment, nous n'avons pas travaillé qu'avec les soviétiques. Et on va maintenant essayer de comprendre et de revenir à cette idée de gravité et comprendre comment on joue avec ça. Alors qu'est-ce que la gravitation ? Alors vous inquiétez pas, hein, il y a 2 planches de texte dans la présentation. La seule équation que vous allez voir, c'est celle-là. Ah non, je dis une bêtise, il y en a une autre après, mais c'est pas grave. La gravitation, c'est un phénomène d'attraction, d'accord, c'est l'attraction universelle des corps, attraction mutuelle des corps massifs. Alors évidemment, on a l'idée de la gravitation quand on pense à la gravitation des objets dans le système solaire, dans les galaxies entre elles, etc. C'est vraiment quelque chose c'est une interaction, l'une des 4 interactions fondamentales de l'univers qui régit les lois de l'univers à l'échelle macroscopique. Alors, il y a beaucoup de questions aujourd'hui autour de la gravitation, de son vecteur, de son origine et de la façon dont elle se propage. Alors elle détermine évidemment le haut et le bas sur Terre, pour nous. La verticalité, c'est quelque chose de fondamental. On verra tout à l'heure dans les applications, ou en tous les cas dans la quête de connaissances scientifiques autour de l'adaptation du corps humain dans l'espace. Cette notion de verticalité et de perception, elle est fondamentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas la supprimer. Ce n'est pas possible. Alors dans les récits de science-fiction, bien sûr, on a trouvé tout un tas de façons de s'en libérer, mais dans la réalité, nous n'avons pas trouvé de façon de se libérer de la gravité ou de la gravitation. Et le poids, c'est l'expression de la gravitation à travers la masse. Donc P égale mg. Alors d'ailleurs, c'est un petit g. C'est parce que j'ai mis un point, donc il m'a mis une majuscule, mais en fait, c'est un petit g. L'accélération de la pesanteur. Et donc le poids, il est associé à la sensation de poids. La sensation de poids, c'est ce que nous ressentons lorsqu'on est en contact avec un support, votre siège et moi la plante des pieds. Alors à quel moment va-t-on se retrouver en situation d'impesanteur ou d'apesanteur ? Donc la gravité, on a compris ce que c'est. La pesanteur, on a compris. Maintenant, on va s'intéresser à l'impesanteur ou l'apesanteur. Eh bien, l'apesanteur ou l'impesanteur, c'est lorsqu'on n'est plus soumis qu'à une seule force, la gravité. Donc comprenez bien que c'est justement pas en la supprimant qu'on va être en apesanteur. Alors comment fait-on ça ? Eh bien, il va falloir se retrouver dans un état que l'on appelle l'état de chute libre. On va voir comment on fait ça. Donc l'apesanteur, on va essayer de voir pourquoi et comment on s'en libère. Alors le pourquoi, on peut y répondre en une phrase. Sur Terre, la pesanteur, en 2 mots, masque des phénomènes. Il y a une très grande variété de phénomènes qui sont masqués par la pesanteur. Si on veut les observer, ces phénomènes, eh bien, il faut se libérer de la pesanteur et donc se retrouver en impesanteur. C'est ce qu'on va faire dans nos vaisseaux spatiaux ou dans l'avion 0G, qui sont des laboratoires de recherche. Donc on peut supprimer les effets du poids ou les effets de la gravité en supprimant la pesanteur. Donc la micro-pesanteur ou l'impesanteur, c'est ce qui correspond à cet état étrange de chute libre, comme dans le roman De la Terre à la Lune. Ou bien lorsque le capitaine Haddock flotte à bord de la fusée lunaire avec son verre de jus d'orange. Donc être en apesanteur, c'est être soumis seulement à la gravitation. Donc comment fait-on ça ? De plein de façons. Alors on peut sauter d'un siège. Si je lance un objet, l'objet va être en apesanteur. Alors j'ai ici amené la pomme de Newton. Alors, il paraît que c'est un mythe, cette histoire de pomme. Bon, c'est pas grave, j'ai une pomme en plastique, je la garde. Ça fait 20 ans que je l'ai, donc je la garde. Si je lance la pomme verticalement, pendant toute la durée de sa chute, y compris vers le haut, elle est en chute libre. Elle est en apesanteur ou en impesanteur. Si je la lance plus loin,
C'est la même chose. Tout objet qui est libre de contraintes, de force de surface, de propulsion, est en apesanteur. Donc on va pouvoir tomber dans la Terre. Alors tomber dans la Terre, ça veut dire qu'on a des puits de chute libre. Des puits de chute libre, d'anciens puits de mine par exemple, qui sont profonds de plusieurs centaines de mètres, peuvent être utilisés pour lancer des expériences scientifiques et mesurer tout un tas de paramètres pendant la chute. On peut tomber vers la Terre, alors ça ce sont les tours à chute libre. Il y en a en Allemagne notamment. Ce sont aussi des tours dans lesquelles on peut lancer des expériences de quelques kilos qui vont être en apesanteur pendant quelques secondes. On peut bondir au-dessus de la Terre. Alors comment fait-on ça? On va voir. Et on peut tomber autour de la Terre. Et comment tombe-t-on autour de la Terre? On fait ça dans une station orbitale, la Station spatiale internationale. Et quand je vous parlais tout à l'heure de phénomènes qui sont masqués, l'illustration ici, c'est cette flamme de bougie. À gauche, vous avez la flamme bien connue de tous, la bougie qui brûle sur Terre, la flamme avec sa forme, et la canalisation de l'air autour de la flamme liée à la convection, et donc l'évacuation de la chaleur par le haut. Et à droite, une flamme en impesanteur, donc dans un vaisseau spatial, style la Station spatiale internationale, où là, la convection n'agit plus. Et de fait, le comportement de la flamme, même si ce n'est pas quelque chose de conscient, est totalement différent. Donc physique des fluides, physique des matériaux, et puis on va le comprendre, évidemment, toute la matière réagit à cette situation, y compris la matière vivante. Donc on est en apesanteur de cette façon, par exemple. Là, notre dauphin, il est en apesanteur ou en impesanteur. Il ne le sait peut-être pas, peut-être qu'il se régale, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais je ne suis pas un grand spécialiste, mais apparemment ils y prennent beaucoup de plaisir. Il est en impesanteur. Celui-ci aussi. Alors j'espère pour lui qu'il saura rattraper la chute, mais là il est en apesanteur, c'est un moment de bonheur. Là aussi, c'est la même chose finalement, on est en apesanteur perpétuelle dans la Station spatiale internationale. Alors d'ailleurs, pour présenter un petit peu le vaisseau, vous avez là sur le haut de l'image, en fait, la station, en fait, elle avancerait là sur l'écran, elle avancerait vers le haut. On la regarde en fait de dessous, dans cette image-là, et en haut, alors pour vous, en haut à gauche, et donc la vue de dessous, c'est devant à droite, se situe le module européen Columbus, qui est le laboratoire de recherche lancé et arrimé à la station, à l'ISS, par l'Agence spatiale européenne, dont le CNES fait partie, bien entendu. Ce vaisseau Columbus, il y a exactement... non, c'est pas exactement, mais c'est l'anniversaire, je crois qu'on a fêté hier l'anniversaire, c'est ça. Hier, l'anniversaire de son arrivée à l'ISS. Et donc, depuis qu'il est installé, depuis 2008, on réalise des expériences à bord. Je vous montrerai quelques images de l'intérieur. Et enfin, l'autre façon de faire de la chute libre ou de l'impesanteur, c'est cet avion. Ça, c'est une véritable photo qui a été faite à l'occasion des 30 ans des vols paraboliques. Donc, ça a été fait au large de Bordeaux, où est notre station on va dire c'est notre port d'attache. Et l'image a été faite au cours de la parabole. Donc c'est au moment, un petit peu avant le début de l'apesanteur. Donc on voit cette assiette, elle a très cabré, l'assiette, c'est donc l'angle que fait l'avion avec l'horizontale, qui est très cabré, à peu près à 45 degrés. Et donc c'est à ce moment-là qu'à peu près débute l'impesanteur. Je reviendrai un peu plus en détail sur la trajectoire. Donc voilà le principe de la chute libre. Je lance le ballon. Bon, le ballon rebondit, mais en fait, ces arcs de trajectoire sont des paraboles. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça aussi du vol parabolique. Donc comment ça se passe pour l'avion? Ce n'est rien de moins que le schéma qui représente la situation de la photo précédente. On a le poids qui agit sur l'avion. L'avion est à un certain angle par rapport à l'horizon. Il est propulsé à une certaine vitesse. Et par une certaine action de pilotage, l'avion va se retrouver en apesanteur.
Et pendant toute la durée de cette trajectoire, donc y compris dans la partie montante, et de façon symétrique jusqu'à ce point-là, tout ce qui est à l'intérieur de l'avion est en apesanteur. Et on peut calculer de cette façon le temps d'apesanteur, qu'on appelle aussi le temps de vol. Et ce temps-là, c'est entre 20 et 23, 24 secondes. Voilà. Alors évidemment, il va falloir savoir sortir de cette trajectoire un peu mieux que le ballon qui rebondit. Alors si on voulait être un petit peu, si on voulait aller dans le détail, la réalité c'est que ce n'est pas vraiment du vol parabolique. Ce qu'on décrit là, c'est la même chose qu'une portion d'orbite, comme la Station spatiale internationale. Et qui dit orbite, dit ellipse. Donc en toute rigueur, on devrait parler de vol elliptique. Bon, voilà, on ne va pas pinailler, donc on reste sur l'appellation d'origine. C'est du vol parabolique. Alors comment ça va se passer dans la réalité et de façon pratique? Un avion qui vole, alors là il est représenté en vol horizontal stationnaire, il y a un certain nombre de forces qui s'appliquent à cet avion. La portance équilibre le poids, la poussée équilibre la traînée. Pour se retrouver en apesanteur, vous vous souvenez de ce qu'on vient de dire, il faut supprimer les trois forces propulsion, traînée et portance pour ne laisser que le poids. Comment fait-on ça? Alors, supprimer la poussée, on coupe le contact, on éteint les deux moteurs. Je ne suis pas convaincu que ce soit une situation d'avenir. Et puis, de toute façon, on n'annulerait pas la traînée. Supprimer la portance, ce n'est pas évident non plus. Un avion, ce n'est pas fait pour ça. Ça vole grâce à la portance. Donc il va falloir faire appel à un petit peu de génie pour ça. Et donc les gens qui ont imaginé le vol parabolique ont imaginé qu'on pouvait voler à une incidence qui permet d'annuler la portance. L'incidence, c'est l'angle que fait l'air, l'écoulement de l'air, avec le profil de l'aile. Et bien lorsque l'air arrive au-dessus du profil de l'aile, alors pas beaucoup, hein, c'est 2 à 3 degrés, il n'y a plus de portance. Donc dans cette situation-là, l'avion n'a plus de portance. On appelle ça l'incidence de portance nulle. 2 à 3 degrés. Mais enfin, c'est vraiment très précis. Hein. On commence à voir la difficulté. Pour la poussée et la traînée, en fait, l'idée, c'est d'équilibrer les deux de façon à ne pas avoir d'accélération résiduelle dans l'axe de l'avion. Alors comment va-t-on faire ça? Un peu plus de pratique encore. Ça, c'est le manche de l'avion. Alors, c'est le manche de l'A300 0G, mais je n'ai pas refait les photos avec l'A310, c'est à peu près la même chose. Hein. Ça, c'est le manche. On est assis à gauche. Et voilà le manche qui permet de piloter l'axe de tangage, donc quand les maisons deviennent petites et quand les maisons deviennent plus grosses, et l'axe de roulis, quand on tourne à gauche et à droite. On va faire en sorte que le pilote qui est à gauche, dans ce cas-là, ne puisse piloter que le tangage. Donc tirer sur le manche ou pousser sur le manche. Pour ça, on met en place un faux manche qui lui empêche de braquer les ailerons pour tourner à gauche et à droite. Donc lui, il ne peut agir que sur le tangage, l'axe de tangage. Le pilote qui est à droite, du coup, on va le priver de tangage et on va lui demander de ne piloter que le roulis. Et on fait ça avec un outil de haute technologie, de brin de ficelle. C'est vraiment comme ça. Hein. C'est 2 bouts de corde. Alors c'est des cordes de marin peut-être, j'en sais rien. Bon, c'est pour ça qu'on vole au-dessus de la mer. J'en sais rien. Et en tous les cas, là, de cette façon-là, le pilote va agir en mettant ses doigts dans les cordelettes et va tirer sur le manche pour tourner à gauche et à droite ou contrôler donc le roulis, en essayant de tirer le long du pied de manche, donc pour ne pas perturber le tangage. Et puis il y a un troisième pilote qui lui va agir sur la poussée des moteurs, de façon à ajuster la poussée pour qu'elle équilibre parfaitement la traînée. Alors on fait ça, ils ne font pas ça comme ça au jugé, hein. Ils ont des instruments à bord, et les instruments, ce sont des accéléromètres.
donc des accéléromètres qui vont leur permettre d'être à accélération nulle vers l'avant ou l'arrière, et puis, au moment fatidique, être à accélération nulle au début de la pesanteur. Et donc pendant 20 à 25 secondes, ces 3 pilotes vont agir simultanément, de manière coordonnée, sans se disputer, sur les commandes, de façon à maintenir le 0G pendant toute la durée de la parabole. C'est extrêmement difficile à faire. Alors ça requiert des compétences de pilote assez extraordinaires, un entraînement intense, pour obtenir en fait une parabole la plus parfaite possible. Alors cette image-là, je vais la mettre, hop, on va la faire défiler. Cette animation, elle a été réalisée par Novespace, qui exploite l'avion, il y a plusieurs années. C'est une animation qui est réalisée avec des vraies données. Donc on voit à gauche l'accéléromètre. Donc il y a 2 échelles d'accéléromètre. L'accéléromètre grossier et l'accéléromètre fin, juste à droite, pour voir vraiment la précision à 0. Il y a un altimètre qui fait un petit peu ventilateur, là. Il y a l'indicateur de vitesse, l'anémomètre en bas, l'horizon artificiel au milieu, et à droite, c'est un écran. Alors ils n'ont pas ça dans la cabine, dans le poste de pilotage, mais un écran qui donne l'accélération sur l'axe vertical, donc ce qu'on appelle le 0G. Donc là, on voit pendant toute la trajectoire, toute la partie orange, l'accélération verticale qui est à 0, et à la fin de la trajectoire, les pilotes rétablissent la trajectoire, et on est pour revenir finalement en vol horizontal. Donc ce qu'on voit là, c'est que avant et après la partie balistique, la partie à 0G, en chute libre, donc dans les 2 arcs de trajectoire de couleur rouge, on est à peu près à 1,8 G. Donc on pèse à peu près 2 fois notre poids. Ce n'est pas une sensation désagréable du tout. Évidemment, il faut travailler dans ces conditions, donc ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas d'un confort total, mais ce n'est pas du tout désagréable, et puis ce n'est pas du tout dangereux. Donc cette trajectoire, elle commence à peu près à 6000 mètres d'altitude. Le sommet est à peu près à 8500 mètres. Et la durée totale de la trajectoire, c'est à peu près 1 minute 15. Donc on a 1 minute 15 de trajectoire complète là, sur les 3 branches, avec une répartition, donc à peu près un tiers, un tiers, un tiers, pour la phase d'entrée, la phase parabolique et la phase de sortie. On va faire ça 30 fois par vol. Donc 30 fois par vol, on va se retrouver en apesanteur pendant 22 secondes. Et on va comprendre tout à l'heure l'intérêt que ça a de reproduire cette trajectoire. Alors évidemment, c'est pas juste frustrant d'avoir une seule parabole pour un vol, mais faire une séquence de décollage et d'atterrissage pour une seule parabole, ce ne serait pas très rentable. Et puis on a installé un certain nombre d'expériences à bord, donc il faut qu'elles profitent en fait des paraboles pour pouvoir acquérir de nombreuses données. Voilà un graphique qui montre donc, au cours du temps, donc là on a à peu près 25 secondes de durée sur l'axe horizontal, et sur l'axe vertical c'est l'accélération résiduelle. Donc là on a zoomé en fait sur la partie 0G. En vert c'est l'accélération vers l'avant ou vers l'arrière, donc c'est positif quand on est projeté vers l'avant de l'avion. Donc en vert on voit que c'est très très faible, on est en dessous de 0,02 G. Donc il reste moins de 2% de G. L'axe rouge, c'est latéral. Donc là, bon, c'est, j'allais dire, un peu plus facile de maintenir le 0. Et puis l'axe bleu, c'est le Z. Donc c'est vertical. Et c'est là, c'est ça qui fait la qualité de la parabole, et dans la sensation qu'on a de flotter dans la cabine. Donc on voit effectivement le début de la parabole, où le trait descend très vite vers 0. Ensuite, il oscille un petit peu autour du 0. Mais on voit que c'est... Alors ça, c'est une parabole standard. Je n'ai pas sélectionné la meilleure parabole du monde avec le pilote le plus entraîné, etc. C'est une parabole standard prise au hasard. Et on voit effectivement que ça oscille un petit peu autour du 0. Mais on est là aussi très très proche du 0, à mieux que 1 à 2% autour du 0. C'est un pilotage manuel.
hein, souvenez-vous, hein, les cordelettes, hein, la poussée des moteurs et le faux manche pour piloter le tankage. Et bien tout ça, avec ces instruments un petit peu rudimentaires, ils arrivent malgré tout à piloter à plus ou moins 1 à 2%. Alors voilà comment ça se passe dans la cabine en réel, parce qu'eux, ils n'ont pas des graphes et des courbes. Hein. C'est les pilotes, hein, ça ne les intéresse pas, ce genre de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les maths, hein, ça veut dire que pour piloter, c'est très pratique, hein, le pilotage. Hein. On ne pilote pas avec des équations. Voilà, donc là, les trois pilotes, 3 des pilotes aux commandes, 3 autres, voilà, ça tourne. Ils changent de poste au cours du vol parce que le pilote au tangage, là on voit le pilote au tangage, c'est celui qu'on voit à peu près au centre de l'image. Il a les yeux rivés sur l'accéléromètre et lui il pilote vraiment de manière très sensible l'axe de pilotage et ça requiert énormément de concentration. Donc lorsqu'ils ont fait généralement entre 5 et 10 paraboles au tangage, il faut changer de poste parce que c'est vraiment éprouvant nerveusement, ça requiert une concentration totale. Et du coup, au-delà de la coordination, au bout de 10 paraboles, il faut qu'ils aillent se reposer. Donc généralement, le pilote qui arrive dans la boucle, il commence par la poussée des moteurs, c'est la partie la plus tranquille. Puis il passe au roulis et il finit au tangage. Alors évidemment, dans un vol, il y en a toujours un qui commence au tangage. Hein. C'est comme ça tourne. Bon, il n'est pas rare qu'il faille 1 ou 2 paraboles pour se mettre bien dans le rythme. Or, ça veut dire que des fois, on est à un peu plus que 1 à 2%. Voilà. Ça dépend aussi beaucoup des conditions atmosphériques. Parce que là, on a parlé des pilotes, évidemment, mais il y a aussi des contraintes extérieures. L'atmosphère change. Sur une épaisseur de 2500 mètres, il se passe beaucoup de choses. Et c'est une carlingue qui pèse 130 à 140 tonnes, avec une consommation de carburant au cours du vol. Donc les équilibres de masse changent, etc. Donc vous voyez, c'est quand même... énormément de conditions changeantes qui, au cours du vol, complexifient en fait la manœuvre. Voilà une vraie vidéo, filmée de l'extérieur. On voit le début du tangage. Donc là, on pèse 1,8 fois notre poids. L'assiette augmente. On arrive bientôt à 45 degrés, nez vers le haut. Attention. Et top, début de la phase balistique. On voit les ailes qui se relâchent. Là, on est en apesanteur. On n'est pas encore arrivé au sommet de la trajectoire. Voilà, on repasse de nouveau à l'horizontale avec évolution vers le bas. On a fait la moitié du chemin. Là, comme le disait un ancien pilote, les maisons deviennent plus grosses. Et top, on sort de la trajectoire. Donc de nouveau, tir sur le manche. On pèse 1,8 G et petit à petit, la trajectoire a rétabli vers le vol horizontal. Voilà, ça illustre ce qu'on fait dans ces vols-là. Un peu d'histoire rapidement. Hein. Cette aventure a commencé en France à la fin des années 80 avec une caravelle qui était prêtée par le centre d'essai en vol qui s'appelait la DGA Essai en vol à l'époque, et de nouveau maintenant. Voilà, elle était mise à disposition et le CNES a fait ses premières campagnes dans cet avion qui était beaucoup plus petit que la 300 ou la 310, mais dans lesquelles le programme a été lancé. C'est Jean-François Clairvoy ici à gauche et Jean-Pierre Aigneret à droite qui ont été les initiateurs de ce programme. Jean-François avec son rôle d'ingénieur navigant d'essai et Jean-Pierre en tant que pilote d'essai. Là, on voit Michel Tonini en combinaison orange avec quelqu'un que vous connaissez, Séquence Émotion, avec la caravelle, donc derrière la caravelle 0G. Et une autre image qui illustre là aussi les campagnes qui se déroulaient à l'époque à Brétigny, les campagnes scientifiques, du CNES notamment, avec sur l'image des gens qui aujourd'hui sont devenus président directeur général du CNES. Il y a Lionel Suchet là, qui est à gauche, à la 3e personne avec un blouson noir. Voilà, et d'autres personnes là-dedans que les anciens reconnaîtront facilement. On n'était pas les seuls, hein, ni en France ni dans le monde à faire ça. Alors en France, oui, pardon, on était les seuls, mais dans le monde bien loin de là, les Américains le faisaient pour tester du matériel qu'ils envisageaient d'envoyer sur la Lune. Qu'ils envisageaient. Vous n'avez pas manqué d'informations que
le scooter lunaire, il n'est jamais allé sur la Lune. Bon, ils ont fait des essais. Le KC-135 de la NASA est venu faire des vols en France à l'époque où la Caravelle a terminé sa carrière et où l'A300 0G n'avait pas encore recommencé la sienne. Donc c'est au milieu des années 90. Et d'ailleurs, là, c'est la côte bordelaise avec ce KC-135 en fin de parabole. Puis ensuite, ça a été l'A300 et l'A310 à présent. Alors, ce sont deux avions très très similaires. L'A310 est juste un petit peu plus court que l'A300, mais en termes de performance, de capacité d'emport et de durée de parabole, c'est absolument la même chose. Alors, vous vous souvenez, au début, je vous parlais de tomber dans la Terre, tomber vers la Terre, tomber autour, bondir au-dessus dans l'atmosphère, etc. Ben voilà en fait un petit graphique qui montre le panel de moyens que nous avons pour embarquer des expériences en apesanteur. Alors, sur l'axe horizontal, c'est la durée d'apesanteur, donc vers la droite de plus en plus long. Et sur l'axe vertical, c'est la précision d'apesanteur. Donc de moins en moins précis vers le haut. Alors là-dedans, on voit l'avion, on va dire l'avion parabolique ou les avions paraboliques, donc les vols paraboliques qui se situent avec des durées relativement faibles et des niveaux assez modestes. Et puis en bas, vers la droite, la Station spatiale internationale et les capsules automatiques. Alors vous allez dire, oui, mais alors dans ce cas, si c'est pas très long et que c'est pas super précis, je ne vois pas comment les scientifiques peuvent être intéressés par un tel moyen. La réalité, c'est que ça offre d'autres avantages. Et les deux avantages principaux qu'offrent les vols paraboliques, c'est la flexibilité en termes d'opération et le coût. C'est pas cher du tout de développer une expérience pour les vols paraboliques, c'est du matériel de laboratoire. Et en plus, on peut embarquer les scientifiques, ce qui n'est pas le cas pour l'ISS. On doit avoir recours soit à des expériences automatisées, soit à des astronautes. Et puis, la flexibilité, c'est aussi, quand je parle de facilité opérationnelle, c'est la capacité que nous avons à avoir des campagnes récurrentes. Le CNES organise 2 campagnes de vol chaque année. Et tout ça depuis plus de 30 ans. Alors que les vols spatiaux, développer une expérience qui va aller dans l'ISS, c'est un temps beaucoup plus long. Donc voilà en fait l'avantage. Il y a un dernier avantage, c'est la capacité d'emport. Une expérience en 0G, dans la mesure où c'est du matériel de laboratoire, on ne va pas forcément chercher à miniaturiser. Donc on peut embarquer des charges utiles importantes et beaucoup de monde. Ça n'est pas le cas pour les autres moyens. Un petit résumé, quelques chiffres, quelques gros chiffres. Ça fait 36 ans qu'on fait des vols paraboliques en France et en Europe. C'est la 183e campagne qui a commencé là et qui va être réalisée début mars pour le CNES. Je vais partir au début mars à Nouvespace pour la campagne de printemps. C'est la 68e pour le CNES. Alors ça veut dire qu'il y en a d'autres qui en font des campagnes de vol paraboliques. Et en Europe, c'est une véritable coopération entre 3 agences qui sont le CNES, l'agence spatiale allemande qui s'appelle le DLR, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Chaque agence organise 2 campagnes pour sa communauté scientifique. Ça représente plus de 6600 paraboles déjà réalisées. Ça fait à peu près 40 jours d'apesanteur. Alors certes, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'ISS, mais je renvoie à ce qu'on disait sur la flexibilité, le coût, etc., etc. Et ça représente finalement 1500 expériences différentes. Ça ne veut pas dire chaque fois qu'une équipe vient à bord, on ne compte pas une expérience différente. Quand je parle d'expérience, c'est vraiment des protocoles différents, protocoles scientifiques. Alors, quelques exemples. Voilà des vues de l'intérieur de la cabine. Alors, j'ai dit studieux mais détendu, parce que bon, quand même, ok, on travaille, hein. Vous vous souvenez, hein, j'ai dit travailler dans l'espace. Bon, ben là, on travaille dans l'espace. C'est quelques exemples. Là, on a des équipes qui s'intéressent aux sciences de la vie et en particulier à la neurologie et les problématiques de perception de l'environnement en situation d'apesanteur. Oui, quand on est en apesanteur ou en impesanteur, on perçoit différemment notre environnement, que ce soit l'écoulement du temps ou la perception spatiale des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est modifié.
Et donc l'étudier en apesanteur, ça permet de comprendre comment ça se passe, évidemment, comment ça marche, et puis de retour au sol, on va dire, de faire évoluer la connaissance sur ces sujets-là. Encore une fois, il existe d'autres moyens de le faire au sol. Il y a tout un tas d'autres sujets en physiologie qui sont utilisés avec des analogues terrestres, mais celui-ci est un moyen qui permet vraiment de s'extirper de la sensation de pesanteur et de l'étudier in vivo. Donc c'est pour ça que là, sur leur expérience, ils ont des casques de réalité virtuelle dans lesquels ils étudient en fait ce changement de perception spatiale. Encore une expérience de physiologie, là c'est de l'échographie. Alors c'est une expérience d'une équipe qui vole depuis très longtemps, qui propose régulièrement des protocoles nouveaux. Ils se sont historiquement intéressés aux problématiques cardiovasculaires pour comprendre l'adaptation, la perturbation et l'adaptation du système cardiovasculaire dans l'espace. Eh bien oui, 22 secondes, ça suffit pour étudier la perturbation du système cardiovasculaire. Et donc là, c'est une expérience d'échographie. Elle était un petit peu invasive. On ne voit pas le sujet là, qu'on appelle aussi le cobaye, qui est sur un siège pilote là, qui est de dos. Et que volontairement je n'ai pas pris en photo parce que c'était une expérience un peu éprouvante pour les sujets. Voilà. Et le but c'était de faire de l'échographie et du suivi en fait de paramètres cardiovasculaires. Là c'est une université bordelaise qui là encore s'intéresse à la problématique, aux problématiques locomotrices. Comment est-ce que notre façon de nous déplacer, de réaliser un mouvement est modifiée en apesanteur. Alors ça reste tout ça de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la compréhension des phénomènes. Et je reviens au questionnement initial, on se place en apesanteur pour perturber le système et l'observer différemment. En clair, si je fais une petite digression, si on regarde en astronomie, lorsqu'on regarde le cosmos, évidemment on ne peut pas y aller et on ne peut pas changer les conditions du cosmos. Eh bien, on va observer différents aspects de la lumière qui nous arrive. On va observer dans le domaine X, gamma, radio, et tout ce qu'il y a entre les deux, en passant par la lumière visible. Toutes les informations recueillies vont nous donner un point de vue différent. Et ça offre en fait une vision complète, complémentaire en fait, du phénomène. Ben là, on fait la même chose finalement. Et l'impesanteur, c'est un point de vue différent. Une expérience qui s'apparente là aussi aux sciences de la vie, c'est une expérience d'un laboratoire qui étudie l'utilisation de plasma froid, donc c'est des jets d'hélium, alors là en l'occurrence c'est sur des bactéries à ce stade-là, pour étudier en fait des processus, des outils de stérilisation. Alors l'objectif là-dedans, c'est un objectif un peu plus appliqué, où ils essaient d'avoir une sorte de pistolet à plasma qui pourrait soit stériliser des équipements dans l'espace, soit des plaies. Et on se fait une petite plaie, et ben on peut stériliser la plaie, ou en tous les cas la désinfecter, avec ce petit pistolet à plasma. Et donc le but, c'est de l'étudier en apesanteur, parce que ce plasma se comporte différemment en apesanteur. Donc c'est à la croisée des chemins entre la physique des fluides et la physiologie. Ou je dirais la biologie. Et là, deux expériences assez impressionnantes de physique, alors je vais dire de physique fondamentale. C'est pas fondamental au sens, c'est pas une horloge atomique qu'on essaie d'étudier là en apesanteur. Il y en a une, on l'embarque régulièrement. Et il y a bientôt d'ailleurs l'horloge atomique ACES qui va embarquer dans l'ISS. Elle va être enfin lancée. Mais là, en l'occurrence, ce sont des expériences de combustion. Alors, c'est de la physique fondamentale parce qu'ils essaient d'étudier la propagation de flammes en conditions d'apesanteur. C'est encore une fois des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre parce qu'on n'est pas capable d'observer le phénomène de manière homogène dans un champ de pesanteur. Là, en l'occurrence, l'expérience, l'équipe essaie de réaliser un brouillard d'éthanol dans une enceinte sphérique et d'enflammer ce brouillard au centre pour étudier le front de propagation de la flamme. Sur Terre, ce brouillard-là, il condense. Donc en fait, il pleut dans leur enceinte. Donc ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas l'observer.
Eh bien, après plusieurs années de campagne d'observation, où ils ont fait varier tout un tas de paramètres, ils ont réussi à améliorer les théories de description de ces phénomènes. Sans cette expérience, ces théories seraient restées finalement non démontrées. Et puis encore un petit peu de physiologie, même si là, notre personnel de sécurité, Dorine, semble s'amuser en faisant un petit peu le singe sur les sangles de sécurité. Bon, vous voyez, hein, on est studieux, mais quand même, on se régale un petit peu. Et puis voilà, encore une illustration de physique à la croisée de la biologie, où là, c'est le sujet d'étude, en fait, c'est d'étudier la possibilité de déplacer, de capter, d'attraper et de déplacer des cyanobactéries avec des ondes sonores. Voilà quelques exemples d'expériences qu'on peut réaliser à bord. Alors c'est vrai que le site de Bordeaux, c'est un site de travail très agréable. Moi, j'ai souvent le sentiment de partir un peu en vacances là-bas. Il ne faut pas que je dise trop, sinon ils vont finir par refuser de me payer pendant que je suis là-bas. Alors on ne fait pas que de la science. Certes, ce sont les campagnes scientifiques qui sont l'objet principal de ce programme, mais on a aussi un programme éducatif. Ce programme éducatif, il se déroule de plusieurs façons. Il y a tout d'abord des expériences proposées par les lycées ou les clubs de passionnés et les établissements du supérieur qui, chacun à son tour, en fait, ont le droit de venir faire voler leur matériel et les étudiants à la campagne du mois de mars et à la campagne du mois de septembre, sur la base c'est un petit challenge en fait, hein, mes collègues de la jeunesse sélectionnent les expériences sur des critères éducatifs. On fait également voler, alors ça c'est un programme relativement récent, des jeunes dans le cadre d'un programme qui s'appelle Astronautes d'un jour. Et cette année, au mois de juin, donc ça sera fin juin, on va faire voler la première sélection d'astronautes d'un jour qui auront été sélectionnés sur des critères de challenge sportif, intellectuel. Voilà, il y a un petit peu de ces choses-là. Et la photo du bas, en fait, elle illustre ça. C'est un vol qu'on a fait au Luxembourg. C'est le Luxembourg et le Portugal qui nous ont montré le chemin sur ce sujet-là. Ce sont les premiers à avoir réalisé ce challenge. Et c'est vraiment extra comme vol, parce qu'on a des jeunes qui sont passionnants. Donc c'est vraiment super d'être aussi dans cette espèce de transmission vers ces jeunes générations. Et puis un dernier volet de notre activité, c'est quelque chose qui est un peu plus récent, mais bon, j'y suis engagé à titre bénévole, en tant que pilote bénévole au sein de l'association Rêve de Gosse. Et depuis quelques années, et donc l'an dernier on a fait un vol au bénéfice de Rêve de Gosse, on essaie d'emmener sur un critère d'inclusion des enfants qui n'ont pas forcément la possibilité de découvrir ça de manière différente, et de leur proposer de se libérer de leurs contraintes terrestres pour venir partager avec nous la joie de la pesanteur, tout simplement. Voilà, donc l'an dernier on a fait ça lors de l'étape de Rêve de Gosse à Francazal, et cette année on va recommencer évidemment, et cette fois-ci avec Astronautes d'un jour, puisque quitte à être inclusif, autant le faire avec tout un tas d'autres jeunes passionnés. Alors au CADMOS, là je viens de parler beaucoup de vols paraboliques, on s'intéresse aussi à d'autres choses évidemment, on prépare des expériences spatiales pour l'ISS. Alors c'est une partie de mon travail, nous avons travaillé historiquement avec de nombreux astronautes français ou d'autres nations. Nous ne travaillons pas que lorsqu'il y a un astronaute français dans l'espace, heureusement. Bon, par contre, ça se sait un peu plus. Je pense que personne dans la salle n'a raté les missions Proxima et Alpha, et j'espère que la mission suivante, qui sera celle de Sophie Adenau, aura le même succès. Pour nous, je vais dire, c'est une mission comme les autres. Alors, ça, ce sont quelques photos de Thomas lors de sa première mission, Proxima. Voilà, ça, c'était le lanceur qui l'a emmené dans l'espace en novembre 2016. Voilà, il y a quelques images en direct. Nous, en 2016, on n'a pas attendu que Thomas soit sélectionné sur sa mission pour préparer ce qu'on appelle des manips. Ça faisait plusieurs années qu'on préparait des expériences, évidemment. Et on a profité de sa présence dans l'ISS pour communiquer un peu plus sur nos activités et lui confier des expériences auxquelles on tenait. Voir un lancement, c'est quelque chose de très impressionnant.
voir un lancement à Baïkonour, sur cette zone de lancement historique d'où sont partis Spoutnik, Laïka ou encore Gagarine, c'est quelque chose de mystique. Et quand on voit partir un collègue dans l'espace, c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors il a rejoint la Station spatiale internationale assez rapidement et puis on lui a confié nos expériences. Voilà le laboratoire européen Columbus. Bon, vous voyez, c'est un vrai labo. Hein. C'est bardé d'instruments. Il y a des ordinateurs, des câbles, des racks. Il y a des sacs au fond dans lesquels il y a des expériences en attente de déploiement. Évidemment, il y a le drapeau français parce que c'était pendant la mission de Thomas. Il y a le drapeau de l'ESA parce que Thomas est un astronaute européen. Et voilà le cadre dans lequel on travaille, où on fait travailler les astronautes. Les astronautes sont à la fois des opérateurs de nos expériences, mais aussi des sujets d'expérience. Lorsqu'ils réalisent des expériences de physiologie, ils sont leurs propres sujets. Donc voilà un panel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des expériences qu'on lui a confiées lors de sa première mission. Et c'est à l'image de ce qu'on fait en vol parabolique. Il y a de la physique des fluides, de la physique des matériaux, on fait de la biologie, de la physiologie et de la neurologie. Alors que fait-on, nous, lorsqu'on prépare des expériences? Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer les choses qui seraient inintéressantes pour vous, mais notre travail quotidien, c'est d'être à notre bureau, derrière des docs, de la documentation qu'on lit ou qu'on écrit pour répondre à des exigences, faire du design d'expérience, vérifier la conformité avec ces exigences, faire fabriquer ou fabriquer nous-mêmes les expériences, les tester et les envoyer dans l'espace. Donc notre travail, c'est un travail d'ingénieur. On a la chance d'être dans une unité où on a à la fois la partie développement, une partie des essais et la partie opérationnelle. Et dans la partie opérationnelle, vous verrez tout à l'heure, on peut aussi commander, piloter nos expériences. Donc là, c'est une image qui illustre des essais qu'on a réalisés sur l'expérience de pince acoustique. C'est une expérience qui a volé sur la mission Alpha, la deuxième mission de Thomas. Et là, on faisait justement des mesures acoustiques sur la pince pour vérifier qu'elle était conforme à ce qu'on avait défini et pas dangereuse pour l'astronaute. Une illustration de notre équipement, ça c'est l'étude de la biocontamination de l'atmosphère de l'ISS. Ces petits pavés métalliques qu'on voit là, en fait, ça paraît rien comme ça, mais c'est de l'innovation technologique. On travaille pour cette expérience avec l'ENS de Lyon et le CEA Leti. Et ensemble, ils développent des surfaces, alors je ne vais pas dire intelligentes, mais des surfaces innovantes qui sont capables de capter, d'isoler, de tuer ou de drainer les bactéries qui sont dans l'atmosphère. Le but, c'est à la fois d'étudier la contamination atmosphérique dans l'ISS, mais aussi de déterminer avec quel type de matériaux et quelle texture de surface on va être capable d'éliminer ou de limiter la contamination bactériologique. Et on l'a vu, Columbus, vous avez vu, c'est loin d'être des surfaces planes qu'on peut nettoyer facilement. Donc, limiter la biocontamination, c'est vraiment un enjeu. Aujourd'hui, on est en train de préparer la suite de cette expérience avec d'autres innovations et le parallèle de cette expérience pour la partie contamination de surface. Donc là, c'est une caméra qui volera pour la mission de Sophie Adenau. Et voilà notre salle de contrôle avec, là aussi, il y a, vous voyez, toutes les générations. On est derrière nos pupitres pour piloter nos expériences. Cette image-là, en fait, c'est une photo qu'on a faite lors de c'était la dernière séance, c'était la dernière séquence de l'expérience Déclic. Alors, il y en a dans la salle qui savent ce que c'était, puis vous devez reconnaître du monde. C'était une expérience de physique des matériaux, de physique des fluides, qu'on appelle des fluides supercritiques, et qu'on étudiait en apesanteur parce qu'ils ont un comportement, c'est un comportement de la matière qui n'est pas facilement reproductible sur Terre à très haute température et très haute pression. Et c'était la dernière fois qu'on opérait cette expérience, c'était l'an dernier, et c'est une expérience qui était à bord de la station dans des versions successives
depuis 2009. Donc c'était aussi une petite séquence émotion. La pince acoustique, on la retrouve à bord de l'ISS quelques mois plus tard. Thomas a joué avec, enfin joué, on lui a demandé de faire des essais. C'était une expérience intéressante et pas du tout facile. Voilà, on a tiré plein d'informations de tout ça en fait, sur le comportement en apesanteur de cet objet. Et là, c'est l'astronaute américain Mark Van de Hey qui s'est pris au jeu lui aussi, qui voyant le challenge d'utiliser cet instrument, a voulu lui aussi l'utiliser pour réaliser le protocole. Donc on était super contents parce qu'on a eu plein d'astronautes qui ont voulu travailler avec cette expérience. Et puis quand même, voilà, nous on n'a pas la chance de le vivre en direct, mais par procuration, on a de temps en temps la satisfaction de voir la Terre à travers la cupola qui est donc dans l'ISS et qui permet aux astronautes, c'est un petit peu leur salon, leur beau window, dans lequel ils peuvent se retrancher pour lire un petit peu ou regarder la planète. Et avec la petite note personnelle où Thomas avait emmené notre patch à bord de l'ISS avec la petite photo qui va bien. Alors il y a un volet important aussi dans les choses qu'on fait au CADMOS, c'est qu'on accompagne les astronautes dans leur vie quotidienne avec la fourniture notamment de repas et de repas de fête. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quelque chose d'essentiel pour la vie à bord. On les voit là, les astronautes, dans un moment de partage. Alors je vous laisse déterminer lequel est le plus gourmand. C'est celui qui a 4 morceaux de gâteau qui va bientôt gober d'un coup. C'était l'anniversaire de Mégane. J'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est plus servi que les autres. Voilà, donc ça fait partie des moments importants pour la vie à bord. On a l'image un petit peu d'Épinal de l'astronaute super-héros qui s'éclate dans l'espace. C'est quand même un métier difficile. C'est entre l'entraînement, le fait d'être déraciné en permanence entre les centres d'entraînement et les retours très très rares dans les familles, c'est un métier extrêmement difficile. Et la vie à bord, c'est loin d'être une sinécure. Donc moi, je suis quand même admiratif de ces collègues qui font une partie du travail à bord. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est important aussi de leur permettre de vivre correctement à bord. C'est pas sans poser d'ailleurs la question des voyages de plus longue durée, si jamais on a envie d'aller plus loin. Il y a quelques belles images, quand on est dans notre salle de contrôle et qu'on assiste à ça. Nous, on n'a pas de rôle à jouer dans les sorties extravéhiculaires, il faut être très clair là-dessus, c'est la NASA qui gère. Nous, on fait rien là-dedans, on est contemplatif. C'est la contemplation pour nous, et encore une fois, de vivre ça par procuration, c'est quelque chose de super. Des belles images là aussi, la vue des Pyrénées enneigées depuis l'ISS, moi je trouve ça sympa. Alors pour finir, si on veut ouvrir un petit peu plus loin, l'exploration pour comprendre, on peut continuer à explorer. Alors évidemment, nous on explore de manière presque statique parce que finalement on reste autour de la Terre, même si on voyage à 28 000 km/h dans la station, on est statique. Alors c'était peut-être un bond de géant pour l'humanité. Moi je trouve que c'est un petit pas, d'être à 400 km de la Terre. On peut avoir l'ambition d'aller plus loin. Alors évidemment, les missions robotiques qui explorent le système solaire, elles sont très intéressantes d'un point de vue scientifique et pas du tout opposées, en tous les cas dans notre vision, à nos activités. Il n'y a pas du tout de rivalité entre l'exploration robotique et l'exploration ou la quête de connaissances que nous réalisons et que nous accompagnons au CADMOS. Et ce n'est pas seulement parce que je suis issu de ce milieu-là que j'ai la prétention de dire qu'il n'y a pas de compétition ou de rivalité. Cette quête de connaissances sur les objets autour du système solaire, elle est essentielle aussi pour comprendre nos origines, donc ça peut avoir du sens, évidemment. Ça n'empêche pas qu'on doive se questionner sur d'autres aspects. Et puis finalement, la question que ça ouvre, en tous les cas, moi, dans mon questionnement personnel, c'est pour aller où et pour faire quoi? Aller dans l'univers à des distances cosmologiques, c'est même pas imaginable. Alors pas aujourd'hui, bien sûr. En science-fiction, peut-être, mais est-ce que ce sera un jour une réalité? Moi, j'en suis pas convaincu, mais évidemment, je ne suis pas un visionnaire ni un spécialiste.
La contemplation de l'univers, c'est déjà, en soi, je trouve, c'est déjà beaucoup de vivre ensemble. Se retrouver autour de ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Quant à construire des stations ou des modules ailleurs que sur Terre, moi, je me pose quand même toujours la question. Il y a 40 ans, lorsque j'étais ado, on nous annonçait l'arrivée sur la Lune. Alors quand je dis l'arrivée, c'était l'installation. L'installation sur Mars en 2000, on va dire entre 2015 et 2020. Bon, c'est repoussé chaque année d'une année, ce qui fait que c'est toujours dans 40 ans. Bon. Le retour sur la Lune, il nous a été annoncé en 2018, puis en 2025. Bon, aujourd'hui, ça serait peut-être en 2028, mais avec les élections américaines, les choses sont en train d'être totalement remises en cause de ce point de vue-là. Il y en a un qui pousse fortement pour abandonner le programme lunaire et aller directement sur Mars. Donc les questions se reposent aujourd'hui d'un point de vue pratique, mais il y a une question fondamentale là-dedans, c'est est-ce désirable? Pourquoi veut-on y aller? Est-ce que c'est de la connaissance ou est-ce que c'est de la conquête? Et donc je renvoie là cette espèce d'imaginaire des années 50 avec les illustrations de Don Davis qui étaient utilisées par la NASA pour promouvoir son désir d'exploration. Est-ce qu'on a envie, au-delà des moyens, est-ce qu'on a envie de rendre ça désirable pour faire quoi? Je ne sais pas. Et sous quel prétexte? Donc je ne sais pas répondre à cette question. Je ne fais que la poser. Et puis il y a des enjeux évidemment physiologiques. L'environnement spatial, c'est un environnement qui tue. Alors c'est un environnement qui modifie en premier lieu, d'un point de vue physiologique, les muscles, l'os, la vision, le système cardiovasculaire, des choses auxquelles on s'adapte plus ou moins, probablement des choses qu'on n'a pas encore totalement découvertes, parce que les missions les plus longues aujourd'hui, elles sont aux alentours de 1 an. Mais finalement, si on voulait partir vers Mars, il faudrait compter 3 ans. Et 3 ans dans un environnement beaucoup plus hostile, parce que si on sort de la magnétosphère terrestre, on n'est plus sous la protection du champ magnétique terrestre. Et ne plus être sous la protection du champ magnétique, c'est être à la merci du rayonnement cosmique et du vent solaire. Donc ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, vraiment sont une barrière à cette exploration humaine. Et puis, évidemment, il y a aussi des questions, j'allais dire, philosophiques ou psychologiques, même, sur la question de l'astronaute isolé et loin de son berceau, loin des siens, avec la possibilité éventuelle qu'il ne revienne pas. Et je reviens à la question initiale de la désirabilité, finalement, de cette exploration humaine, au-delà de la quête de savoir et de la quête de sens, finalement, qu'on peut se poser. Voilà. Et moi, il me semble que finalement, certes, on fait de la science autour de la Terre. Je ne sais pas comment on la fera lorsque l'ISS ne sera plus là. Mais j'ai l'impression que finalement, on est au bon endroit et que faire le tour du jour en 80 mondes, c'est déjà pas si mal. Voilà. Donc maintenant, je pense que nous avons du temps pour des questions. Je vous remercie. À vous la parole. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui va circuler dans la salle ou pas. Je ne sais pas comment ça marche habituellement. Oui, il y a un micro. Alors levez la main, donc, du coup. Soyez patient et attendez le micro. Ouais, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport... vous avez évoqué la difficulté pour un être humain de réaliser cette impesanteur dans l'avion. Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui pour le faire avec des solutions électroniques modernes? Alors non, il n'y a pas de projet aujourd'hui parce que... alors, bon, je vais répondre d'abord par une boutade. Non, parce que les pilotes n'ont pas envie. Non, la réalité, c'est que... Non, c'est pas vrai, hein. Mais on a des avions, là, la 300, la 310, ce sont des avions d'ancienne génération. C'est vieux comme machine, hein. Et du coup, ce sont des commandes, vous avez vu, hein, c'est des commandes hydrauliques. Alors, il y a de l'électrique, hein, bien sûr, là-dedans, mais ce sont des commandes hydrauliques. Et modifier un avion, le faire recertifier avec un dispositif de pilotage automatique
qui piloterait automatiquement la parabole. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. D'un point de vue technique, parce que ça veut dire qu'il faudrait faire un nouveau développement, ça coûterait horriblement cher, ça prendrait énormément de temps et on n'est même pas sûr que ça marche. Donc ce qui a été fait aujourd'hui, c'est le développement d'un outil d'aide au pilotage qui est un accéléromètre un peu amélioré qui utilise en fait des données un petit peu partout dans la cabine pour renvoyer une information pertinente au pilote pour qu'il sache dans quel sens faire varier son action sur les commandes. Voilà, c'est le maximum qu'on ait pu faire. Mais la prochaine génération d'avions, ce sera forcément un avion à commande électrique. Et là se repose la question de savoir comment on va faire. Parce que les avions, ils sont certifiés d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue logiciel aussi. Donc si on désosse le logiciel de vol pour lui donner une autre loi de pilotage, soit on doit le faire certifier, c'est des millions d'euros, soit on vole hors certification, et c'est d'autres complexités administratives et opérationnelles. Mais la question se pose pour la prochaine génération, et on n'a pas de réponse pour l'instant. Bonjour. Combien de personnes faut-il pour s'occuper de cet avion et des vols paraboliques ? Alors dans l'équipage, on est nombreux. Tu l'as vu, il y a 3 pilotes à chaque vol, sachant qu'ils sont 4 à bord, parce qu'il y en a un qui se repose pendant que les autres travaillent, et ils tournent comme ça. Ça leur permet de se reposer un petit peu et de pas aller jusqu'au bout de la fatigue et d'avoir des paraboles de mauvaise qualité. Ensuite, on a des PNS, les personnels de sécurité, les personnes en combinaison orange. Il y en a 4 à 5 par vol. Puis il y a l'équipe de Novespace. L'équipe de Novespace, c'est une équipe d'ingénieurs qui gère le côté opérationnel. Donc eux, ils sont là pour aider les scientifiques à installer leur expérience, à vérifier qu'elle fonctionne bien, etc. C'est une dizaine de personnes. Ensuite, il y a les mécaniciens de l'avion. Ils sont 3 à plein temps à s'occuper de l'avion. L'avion, il est bichonné. Ça, alors là, c'est l'avion qui est le plus bichonné au monde. Et puis il y a moi au CNES. Voilà. Donc ça fait, je te laisse compter, mais ça fait une petite équipe finalement pour s'occuper de dizaines et de dizaines de scientifiques finalement qui chaque année viennent voler. Quand je dis des dizaines, c'est 40 personnes par vol qui peuvent embarquer dans l'avion. Donc on embarque 40 personnes, 40 scientifiques qui viennent voler avec nous. Donc 40 personnes et à peu près une quinzaine de membres d'équipage à chaque vol. Sébastien, d'abord merci pour cette superbe présentation. Une question au pilote que tu es. Tu nous as parlé de tangage, de roulis, mais pas de lacet. Il y a bien quelqu'un qui doit s'occuper du lacet. Et puis, je complète ma question. Tu as parlé aussi de rêve de gosse. Moi, j'en ai un de rêve de gosse, c'est de voler là-dedans. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, le lacet, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, sur des avions comme ça, le lacet, il est géré de manière accessoire. Voilà. Donc, il joue pas avec le palonnier en fait. Donc le lacet, c'est l'axe comme ça en fait. Quand on est pilote sur un petit avion ou sur un planeur, les pieds, ils servent pas que pour rouler au sol. Ça sert aussi à piloter. Mais sur un gros avion comme ça, non, effectivement, c'est pas un axe prépondérant pour le pilotage de la parabole. Rêve de gosse, ton rêve de gosse. Alors oui, tu peux voler. Alors il y a plusieurs... Bon, je le tutoie parce qu'on se connaît. Hein. Je tutoie pas tout le monde. Bon, alors donc en fait, oui, c'est un rêve de gosse. Alors il y a plusieurs façons. Soit tu es collégien ou lycéen ou dans un club de passionnés. Tu as ta chance. Soit tu es scientifique, ingénieur, et tu veux faire voler une expérience dans un cadre institutionnel. Dans ce cas, il va falloir candidater aux appels d'offres du CNES ou de l'Agence spatiale européenne qui sont lancés donc 2 fois par an. Et puis, il y a une autre façon. Depuis un peu plus de 10 ans, on vend des vols au public. Donc, il est possible de faire un vol parabolique en achetant une place
pour venir découvrir l'apesanteur. Donc c'est un peu, on fait comme une journée porte ouverte. On accueille les gens, on leur explique ce qu'on fait avec, on leur fait une petite conférence comme ça, un peu plus court, et puis on les embarque à bord et on leur montre ce que c'est que notre outil de travail. Alors, c'est 7 000 € la place. Nous, ça nous permet deux choses. C'est que, en fait, on n'est pas là pour faire des vols et faire du commerce. Mais depuis qu'on fait ces vols paraboliques, l'équipage a besoin de vols d'entraînement. Alors quand je dis l'équipage, c'est les pilotes, bien sûr, mais aussi nous qui sommes à l'arrière. Et donc, ces vols d'entraînement, soit on les fait tout seul, on est entre nous, bon, on aime bien aussi, hein, c'est sympa, on n'est pas nombreux, on peut faire plein de trucs. Soit on peut joindre l'utile à l'agréable, et dans ce cas, on a eu l'autorisation en 2013 de vendre des places au grand public. Alors, grand public, à 7 000 € la place, c'est un peu sélectif. Mais ce n'est pas des vols qu'on fait en plus. Donc, c'est les vols d'entraînement qu'on utilise pour accueillir du public. Ce qui fait que non seulement on ne paie plus pour faire ces vols sur notre budget, mais en plus, on fait un petit peu de bénéfice. Et ce bénéfice permet de financer des équipements qu'on met à disposition des équipes scientifiques. En gros, moi, sur mon budget annuel, ça ramène à peu près 10% de mon budget. Et donc, il y a des équipements très chers qui peuvent être achetés comme ça par le CNES et mis en commun, mis à disposition des équipes de labo. Mais donc voilà, ton rêve de gosse, il coûte 7 000 €. J'ai le micro là. Bonjour Sébastien. Juste une question, j'ai pas très bien compris. Enfin, qu'est-ce qui limite la durée de la parabole? Qu'est-ce qui limite la durée de la parabole? L'intégrité de l'avion. En fait, ça reste un avion, hein. Je ne l'ai pas dit, mais il n'a pas été modifié, cet avion. C'est un avion normal. Donc, il a des limites structurelles, des limites en termes de vitesse et des limites en termes de facteur de charge. Et ça, on ne peut pas sortir de la boîte. Donc, pour ne pas sortir de la boîte, eh ben, on est obligé de limiter la vitesse à la vitesse max autorisée à cet avion. Donc ça fait partie des limites avec lesquelles les pilotes vont flirter. Cet avion, il ne peut pas dépasser 850 km/h. Eh ben, au début de la trajectoire, les pilotes vont amener l'avion à 840 km/h. Cet avion ne peut pas dépasser 2,2 G. On va flirter avec les 2 G de temps en temps. Et ben voilà, donc du coup, ça fait déjà 2 grosses limites. Et puis il y a une autre limite, mais finalement celle-là on ne la dépasse pas parce que les autres sont en deçà. Les moteurs qui vont tourner en régime réduit pendant la phase d'apesanteur, il y a les circuits hydrauliques en fait risquent de se désamorcer. Et donc en fait ces systèmes hydrauliques sont qualifiés ou validés jusqu'à une durée de 25 à 30 secondes. Donc là on n'est pas gêné, mais en fait on aurait quand même cette limite. Alors ça a été fait avec d'autres types d'appareils, hein. Ça a été fait en Alpha Jet par exemple. Je ne me souviens plus du temps d'apesanteur. En Mirage 2000, je crois que c'est quelque chose comme 1 minute, un truc comme ça. Mais les avions de cette gamme-là, ça ne peut pas être plus de 23 à 25 secondes. Par contre, j'en ai pas parlé, mais on sait aussi piloter autre chose que du zéro. Parce que du coup, entre le 1G, qui est une sorte de parabole plate, et le 0G, qui est la forme en cloche comme ça, eh ben on peut faire varier. Et on peut faire de la pesanteur lunaire, on peut faire de la pesanteur martienne, ou on peut faire de la pesanteur réduite mathématique, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Et on l'a fait. On l'a déjà fait plein de fois parce qu'il y a des notions, ou en tous les cas des recherches scientifiques qui s'intéressent à tout ce qui se passe entre les deux, notamment au niveau de la perception de l'environnement. Mais en pesanteur lunaire, moi j'ai eu la chance de voler par exemple avec Charlie Duke, qui est l'un des derniers marcheurs lunaires encore vivants. Il avait 92 ans, c'était pour fêter son anniversaire, enfin l'anniversaire de sa mission en fait. Donc il a été accueilli à Bordeaux, on a volé avec lui. Ben, c'était un gamin. Il avait 92 ans, il sautillait dans l'avion comme s'il était de nouveau sur la Lune en disant « Ouais, c'est comme il y a 50 ans !» Voilà, donc on sait faire de la pesanteur lunaire.
Oui, une petite question. Dans les images, tout le monde a l'air de fort bien se porter dans l'avion. Moi, j'ai quand même le souvenir que les problèmes de maladie, enfin d'être malade, de nausées au début du vol ou en cours de vol, c'était un vrai problème. Est-ce que c'est un problème dorénavant résolu ou est-ce que tu nous as montré que des belles photos? Non, ça n'existe pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, alors en fait, c'est normal. Cette nausée en fait qu'on peut ressentir quand on est en vol parabolique, c'est le mal des transports. Voilà. Donc on peut y être sensible. C'est à peu près 10%, entre 5 et 10% des gens qui volent, qui expérimentent en fait l'apesanteur dans l'avion, qui ressentent une gêne plus ou moins forte. Alors voilà, donc ça peut être soit une gêne et puis ça ne les empêche pas de travailler. Ça peut être quelque chose d'un peu plus sérieux et puis il faut qu'ils aillent se reposer un petit peu à l'arrière. Et puis ils peuvent revenir après, voilà, ou certains disent je ne revolerai plus jamais. Bon, mais c'est très rare, c'est très rare. C'est 5 à 10%. C'est un peu plus sur les vols de découverte parce que là, forcément, on sollicite beaucoup plus l'oreille interne et du coup, les gens sont très sollicités et du coup un peu plus facilement perturbés. Mais ça reste vraiment très, très raisonnable. Et ça n'empêche pas du tout les scientifiques de travailler. Pour rejoindre ce que disait l'autre Sébastien tout à l'heure en termes de rêves d'enfants, je me disais que pour nous, les aînés qui avons des rêves également, pour quelle raison on peut justifier d'un montant aussi fort pour avoir droit à faire un vol comme ça? Je vous explique pourquoi. Parce qu'en étant à l'association des Amis de la Cité et en étant membre actif, n'est-ce pas, je me disais qu'on pouvait peut-être avoir un prix préférentiel pour 10 et réaliser nos rêves. Mais en même temps, je me disais, est-ce qu'on peut servir comme expérience, malgré tout, puisque nous sommes des aînés, quels sont les impacts qu'il y aurait, puisqu'on voit que des jeunes avoir la chance d'avoir ces vols paraboliques. Mais moi, je suis partante pour tester, quitte à avoir des problèmes après, mais pourquoi pas. Mais je me propose volontiers, voilà. Eh bien, merci pour cette candidature spontanée, bravo. Les amis de la Cité de l'Espace sont les bienvenus. Alors si vous... Eh bien, mesdames et messieurs, si vous n'achetez pas une place, si vous n'achetez pas 2 places... Je sais qu'il y a d'autres candidats dans la salle. Évidemment, il y a des choses... Je crois qu'il est toujours possible de négocier. Moi, je ne m'occupe pas de la partie financière ou négo-commerciale. Mais en termes pour parler un peu plus sérieusement et la possibilité de voler en tant que sujet d'expérience, de temps en temps, les labos qui volent dans les campagnes scientifiques pour faire des études de physiologie ou de neurologie font parfois appel à des sujets extérieurs à leur université parce qu'ils vont chercher une typologie particulière de personnes. Nous, on ne gère pas ça, c'est les labos qui se débrouillent avec ça parce qu'on ne peut pas gérer de liste d'inscription ou de quoi que ce soit. Vous n'imaginez pas déjà les listes d'attente qu'on doit gérer sur les vols vendus depuis 12 ans. C'est un enfer pour les gens qui s'occupent de ça parce que les vols se remplissent très rapidement. Il n'y a plus de vols déjà sur 2025, tout est plein. Donc quand on dit aux gens, vous pouvez acheter un vol, mais ça sera 2026 ou peut-être 2026 s'il y a un désistement ou 2027. Bon. Donc gérer des vols gratuits pour des personnes qui seraient volontaires pour être sujet d'expérience, c'est encore plus compliqué. Donc moi, je vous encourage à faire de la veille sur Internet s'il y a des appels à candidature. Ça arrive. Hein. On n'a pas trop de labos toulousains qui font de la physiologie. Il y en a eu par le passé, quelques-uns. Historiquement, il y a eu beaucoup de Parisiens, de Bordelais, des gens de Marseille.
Mais pour les vols paraboliques, bon, il y a d'autres types de campagnes qui sont proposées au sujet à Toulouse via l'Institut de médecine spatiale, le MEDES, des campagnes d'immersion sèche ou de bed rest. Voilà. Bon, j'ai bien compris que c'est peut-être moins sympa pour vous, mais bon, voilà, moi je vous encourage à faire ça. Et puis si jamais les amis de la cité veulent discuter en aparté d'une possibilité de faire, je sais pas moi, un achat groupé, un challenge, un cadeau, bon, faut voir. On peut toujours discuter, ça c'est gratuit. Quels sont les les effets physiques? Ben, en fait, à part la désorientation spatiale, il n'y a rien parce qu'en fait, la durée d'exposition à la pesanteur, elle n'est pas suffisante pour qu'il y ait des modifications au niveau cardiovasculaire, musculaire ou osseux. Bonsoir, merci. Et du coup, en termes de budget annuel, quel est le budget de tout ça? Alors, le budget du CNES pour ça, c'est un peu plus de 3 millions d'euros. Ça fait à peu près 3,3 millions d'euros pour organiser et financer 2 campagnes de vol où on embarque chaque fois une dizaine, 10 à 12 expériences scientifiques. Voilà. Donc, ça représente un coût d'environ 200 000 euros par expérience embarquée. Ah oui, alors elles sont faites plusieurs fois. Ouais. Un protocole scientifique, c'est pas un vol, c'est au minimum 3 vols. 3 vols de 30 paraboles, ça fait 90 points de mesure. Généralement, ce n'est pas suffisant. Il faut au moins 2 campagnes pour pouvoir réaliser un protocole qui soit significatif d'un point de vue cumul de données. Donc, généralement, ça se déroule sur plusieurs années. Non, c'est très variable parce qu'en fait, ça c'est le financement que j'explique là. En fait, c'est le financement pour l'organisation des campagnes. Voilà. Après, il y a le financement des laboratoires eux-mêmes pour financer évidemment leur personnel, leur matériel. Donc, c'est très difficile de faire un chiffrage parce que, au-delà du coût de la place à bord, il y a des variables extrêmement variables. Bonsoir, merci. Moi, j'avais une question technique. Pendant le vol, il y a donc l'accélération qui est mesurée. Il y a d'autres paramètres qui sont maintenus pendant les paraboles. Je pensais à la pression, par exemple, mais les vibrations ou des choses comme ça qui sont compensées. Alors, les vibrations, non, on ne peut rien faire. On les surveille, mais on ne peut rien faire. On a d'ailleurs une philo par rapport à ça. On connaît très bien notre avion maintenant, donc on sait quel régime de fréquence, à quel endroit, etc. Donc, quand on a des expériences qui sont très sensibles aux vibrations, on peut les mettre plutôt à tel endroit. Donc, on s'organise comme ça. Et pour les paramètres qui sont maintenus, oui, il y a d'autres paramètres. La température, la pression et la luminosité. C'est pour ça qu'en fait, dans la cabine, on a masqué les hublots. C'est pas pour que les gens aient peur en voyant. C'est pas pour que les gens n'aient pas peur en voyant l'horizon. Ah mon Dieu, on va tous mourir. Non, c'est pas pour ça. C'est simplement parce qu'il faut éviter que des lumières parasites qui viendraient de l'extérieur illuminent des systèmes scientifiques parce que ça crée des variations de température et des variations de luminosité et du coup ça perturberait complètement l'enregistrement des données. Ok, et merci. Puis j'avais une autre question sur les jets résiduels. Quand il y avait le diagramme, ça montait à je sais pas, 10-7 ou quelque chose comme ça dans la station spatiale. J'imagine que c'est de la pression. Non, c'est qui reste ou... Non, il y a plein de paramètres là-dedans. Il y a le champ magnétique, le champ gravitationnel lui-même en fait, qui est pas parfaitement sphérique, qui varie. Il y a des phénomènes de pression dynamique résiduelle, même à 400 km, il reste quand même de l'atmosphère. Et puis il y a des phénomènes de vibration du vaisseau lui-même en fait. C'est pas un solide totalement rigide. Donc il y a des phénomènes de vibration. Et puis le fait qu'elle tourne autour de la Terre, il y a des systèmes en rotation, notamment les panneaux solaires. Il y a des centrales inertielles. Et donc il y a de la perturbation. Donc on peut pas être mieux que le millionième. C'est déjà beaucoup. On peut pas être mieux dans l'ISS. Il y a des programmes qui essayent de diminuer ça. Pas forcément habité, mais non. Sur de l'automatique. S'il y a pas non, c'est pas faire. Okay. Merci. Il y a des vols qui ont été faits il y a quelques années avec les
les modules Boeing, la prétention, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, il y a pas mal d'opérateurs qui commencent à arriver en Europe, parce qu'évidemment, ils sentent arriver la fin de l'ISS. Donc, ils essaient de développer des capsules automatiques qui seraient capables de passer plusieurs mois dans l'espace. Et le but, c'est d'offrir une alternative à l'ISS pour exposer des expériences pendant des mois à des niveaux de pesanteur très, très réduits. L'essai dont je parle, là, c'était une capsule Boeing qui a fait un vol d'essai aux États-Unis, donc. Et le pilotage du module, en fait, faisait que les niveaux de pesanteur résiduels étaient bien moins meilleurs que dans l'avion 0G. Donc, en fait, inexploitable pour nous. Parce que là, on a toutes les contraintes. Il faut miniaturiser, automatiser, sécuriser, et en plus, on ne peut pas embarquer quelqu'un. Et on a un niveau de pesanteur qui est pas bon. Est-ce que vous avez un plan pour mettre à la retraite les avions actuels à 300 et 310 et intégrer des avions plus modernes? Et autre question, est-ce que vous avez un plan économique, scientifique, pour éventuellement aussi augmenter votre flotte d'avions? Oui, il y a des discussions. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant technique sur le pilotage de la parabole. L'avion qu'on a aujourd'hui, la 310, on peut le garder jusqu'en 2035. Est-ce qu'on va le garder jusque-là? C'est pas sûr. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Le prix des pièces détachées, et puis le marché des avions plus récents à commande électrique. Donc, je ne sais pas, par exemple, ça peut être des 330. C'est plus grand, le 330, donc ça peut être sympa. Ça peut nous permettre de développer un peu plus le système et d'avoir plus d'expérience à bord. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Je ne sais pas. Ça fait partie des options. Quant à les plans de retrait finalement de la 310, comme ça l'a été pour la 300, c'est vraiment le marché qui dicte la règle. Là. C'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté globalement, parce que si les coûts d'opération deviennent plus élevés que l'acquisition d'un nouvel avion et la certification d'un nouvel avion, on changera plus rapidement. La 300, quand il a fini sa carrière, en 2014, on avait acheté la 310 un an avant. On a eu de la chance. La 300, on savait que... dans l'historique, je vous ai dit, entre la Caravelle et la 300, il y a eu un gap d'1 an et demi. Il a fallu qu'on aille chercher nos copains américains pour faire voler le KC-135 en France. Eh bien, entre la 300 et la 310, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on a eu de la chance. On l'a anticipé, certes. On a commencé à réfléchir en 2012 et on a eu une opportunité. En 2013, on a eu une opportunité avec l'armée de l'air allemande qui se séparait de ses avions de la chancellerie. Et c'était des 310. Et ils étaient vendus pas cher. Donc on a fait intervenir les ministères et on a eu un avion pas cher qu'on a pu modifier facilement et avec un budget relativement faible. Est-ce que d'ici 10 ans, on va avoir une autre opportunité comme celle-là, avec un avion style 330? C'est vraiment impossible à dire. Le 320, il offre certains intérêts. Il y en a beaucoup. Les pièces ne sont pas chères. Il est plus facile à opérer, du coup, mais il est beaucoup plus petit. Ça nous obligerait, si on continuait avec le programme actuel, à faire 2 fois plus de campagnes. Et ça devient un problème. Donc, voilà. On n'a pas trouvé la solution. Bonsoir, moi j'ai une question aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'expériences qui ont été faites dans l'ISS et pourquoi c'était intéressant de les faire en apesanteur? Qu'est-ce que ça a apporté de plus que les faire sur Terre? Alors, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Justement, d'être en apesanteur de manière prolongée. Alors, si on prend l'exemple de la physiologie, de la neurologie, ce qu'on a vu là en vol 0G, pour faire le parallèle entre les deux, c'est que bien sûr le système de perception il est perturbé immédiatement. On ne va pas s'adapter immédiatement, mais on est perturbé immédiatement. Donc on peut faire des mesures dans les 20 secondes, ça suffit, pour faire des mesures de perturbation de notre perception de l'environnement. Ce qu'on peut faire dans l'ISS, du coup, ça va être de mesurer avant, au début du vol,
au milieu du vol et à la fin du vol. Et évidemment, une fois au retour. Ça permet de suivre finalement l'évolution des adaptations et de la réadaptation. Et on peut faire ça pour tout un tas de choses, plus ou moins invasives. Donc le muscle, l'os, le cardiovasculaire. Et c'est pour ça qu'on fait de l'échographie à bord. Ça permet de suivre finalement au long cours l'évolution de la physiologie de l'astronaute pendant son séjour spatial. Voilà un exemple. Pour les sciences de la matière, c'est pas tellement... Alors la durée d'exposition, elle est importante, mais si je reprends l'exemple de Déclic, qui nous a occupés pendant de nombreuses années au CADMOS, on réalisait en fait on portait des échantillons à très haute température et très haute pression, et pour ça on avait besoin de faire varier les paramètres de manière très lente, parce qu'on a mené le liquide, enfin le liquide qui n'est plus un liquide, qui est un matériau supercritique, ça s'appelle, on l'a mené dans une situation où il était en état justement supercritique, donc l'état de surfusion. Mais pour faire ça, il faut aller très lentement. Impossible à faire en vol 0G. Donc pendant une semaine, on faisait variation de température et de pression très lente pour amener l'échantillon à l'endroit qu'on avait choisi. Et ensuite, on lui faisait passer successivement ces points de surfusion pour pouvoir solidifier et liquéfier, solidifier, liquéfier, etc. Donc là, le temps d'exposition, il n'est pas important sur le moment de la mesure, mais sur la préparation de l'échantillon. Pas de dernière question, ça sera le mot de la fin. Mais très vite. Micro qui arrive. En fait, ce n'était pas une question, c'était juste pour les gens qui rêveraient vraiment de vivre un moment d'apesanteur, demandez à faire un baptême en plein heure, et le pilote vous fera faire quelques secondes d'apesanteur. C'est dans le rapport des vitesses, évidemment, on ne peut pas faire 22 secondes, mais 3-4 secondes, et c'est déjà très impressionnant. Avec les avions d'aéroclub, on peut aussi, mais le moteur risque de se désamorcer, donc c'est moins bien. Mais sur un planeur, il n'y a aucun problème, aucun risque. Voilà. Et vous pouvez venir faire ça en Cap 10 aussi, si vous voulez. Merci Sébastien. Je ne sais pas s'il a fait le poids sur Merci le pesanteur. À vous. Avant de vous laisser partir, quelques petites informations. On redémarre les Amis de la Cité de l'Espace qui organisent ces conférences avec la 3AF et l'Académie de l'air et de l'espace. Font autre chose que des conférences. Sur l'écran, vous voyez un petit bilan de ce qu'on a fait l'année dernière. On est très content de l'année écoulée. Ça met la barre de plus en plus haut. 355 adhérents notamment. Je reviens sur la proposition de faire un vol pour les Amis de la Cité de l'Espace. Il y aura une condition préalable, c'est d'être adhérent. Et c'est le bon moment pour le faire. On a notre assemblée générale dans un peu moins d'un mois maintenant. Et vous pourrez proposer, je ne suis pas certain qu'on obtienne le vol le samedi découverte dans l'Airbus 0G. Dépêchez-vous de devenir adhérent. Voilà. Apparemment, la cotisation va monter à 2500 €. Les 35 €, je ne sais pas si on aura un jour dans la liste des avantages le vol en 0G, mais à ce prix-là, vous avez en tout cas l'accès libre à la Cité de l'Espace, et notamment au Lune Explorer. Vous n'allez pas ressentir exactement le 0G comme dans l'Airbus, mais la nouvelle attraction, entre guillemets, de la Cité de l'Espace a eu beaucoup de succès l'année dernière. On en parlera à notre AG, mais la Cité de l'Espace a battu un nouveau record de fréquentation, avec pas loin de, si je ne dis pas de bêtises, 382 000 visiteurs, en gros plus 10% liés à l'ouverture du Lune Explorer. Ça, c'est indépendamment de l'envol des pionniers qui vit à côté et qui a eu aussi pas mal de succès cette année. Juste pour la cité, si je peux avoir la slide suivante. Voilà. Le prochain événement, on parlera tout à fait d'autre chose. C'est la remise des prix du concours de photos qui a lieu la semaine prochaine, dans exactement une semaine, à 19h. Et vous aurez la possibilité de voir les lauréats
parler un peu de leur technique de prise de vue. Ça sera très grand public, mais ceux qui s'intéressent un peu à l'astrophotographie ou aux paysages nocturnes ou aux objets artificiels auront en face d'eux des personnes qui leur donneront quelques explications. Ça sera aussi l'occasion de voir de très belles photos sur cet écran qui est quand même assez grand. Et pour parler de la suite des activités, vous pouvez aller sur notre blog pour voir le programme 2025. Et donc, remise des prix la semaine prochaine. Le 22 février, on a quelque chose que les adhérents connaissent maintenant assez bien, les samedis découvertes. C'est réservé aux adhérents et à leurs invités. Et on aura le plaisir d'accueillir Eric Leven, qui est directeur des cours à l'Université populaire de philosophie de Toulouse. La conquête spatiale en question, il semblerait que ce soit quand même un sujet qui est de plus en plus d'actualité pour plein de raisons. Et Eric Leven est déjà intervenu dans nos samedis découvertes et je pense que les gens qui y ont assisté n'avaient pas perdu leur temps. 10 mars, l'Assemblée générale, donc prenez votre adhésion en ligne, c'est très facile, 2 clics. Et juste pour vous donner un aperçu des prochains rendez-vous, une innovation qu'on teste le 19 mars, une table ronde sur les jeunes et le spatial. Ça sera en salle Vega, avec des représentants des étudiants, des gens qui montent des startups et des gens du monde de l'éducation. 25 mars, c'est une conférence de l'Académie. Elle n'a pas lieu ici, elle a lieu à la médiathèque de Toulouse. C'est la pollution observée depuis l'espace. Donc ce n'est pas la pollution créée par les activités spatiales, mais comment les satellites d'observation, notamment, et d'autres satellites, permettent de quantifier l'évolution de la pollution. 29 mars, un autre samedi découverte sur la formation des arcs-en-ciel. Et le même jour, un samedi, en partenariat avec Planète Science, qui est le principal organisateur, mais on participe à la Coupe de robotique. Si vous n'avez jamais eu la possibilité de la voir, je vous recommande de le faire, c'est assez spectaculaire. Et c'est probablement possible de faire à la fois le samedi découverte et d'embrayer sur les phases finales de la Coupe de robotique. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de soirée. N'oubliez pas d'adhérer et à bientôt pour nos prochains rendez-vous. Un grand merci. Non, deux infos que j'allais oublier. Un grand merci à l'équipe de la Cité qui nous accueille à chaque fois, les régisseurs qui sont toujours parfaits, l'équipe événementielle qui nous aide beaucoup pour la logistique. Et vous avez sur ma droite, donc à votre gauche, le résultat de ce qu'on appelle le scribing. C'est Hervé Schlinder, un de nos adhérents, qui à chaque conférence, pratiquement à chaque conférence, fait un petit résumé en un grand dessin de tout ce qui a été dit. Je ne l'ai pas vu de près. Vous pouvez jeter un coup d'œil en sortant. On le publiera, je pense, sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Ceux qui sont inscrits à la conférence de ce soir recevront aussi un petit questionnaire de satisfaction. Ça sera aussi l'occasion de poser la question que vous n'avez pas osé poser. On les répercutera à Sébastien. Merci beaucoup.